La plupart des gens se considèrent comme très chanceux lorsqu'ils repensent à tout ce que leurs parents ont fait pour eux. Mais la nature trouve toujours le moyen de placer la barre un peu plus haut. Qu'il s'agisse de passer des mois sans dormir, de protéger leurs petits dans leur ventre, ou même des mères altruistes qui se sacrifient pour nourrir leurs petits gloutons, installez-vous confortablement car nous allons découvrir certains des meilleurs parents animaux de la planète. Insectes capricieux. Les parents insectes ne sont pas vraiment réputés pour prendre soin de leur progéniture. La plupart se contentent de pondre leurs œufs et de les abandonner. Mais les mères des bébés punaises rousses japonaises sont tout à fait différentes. Malheureusement pour ces mamans, leurs petits sont extrêmement difficiles en matière d'alimentation, ne consommant que les fruits d'un arbre rare appelé Schweppia jasminodora. De plus, ceux-ci doivent être parfaitement mûrs, sinon ils ne les mangent pas. Cela signifie que ces merveilleuses mamans partent à la recherche du fruit idéal appelé drupe. Même après avoir trouvé la drupe tant recherchée, qui pèse plus lourd qu'elle, elle doit la traîner jusqu'au nid. Cependant, d'autres mères de punaises rouges japonaises sont également à la recherche de cette nourriture préférée, et elles n'hésiteront pas à voler la trouvaille d'un autre parent. Mais tandis que ces mères s'épuisent, leurs petits deviennent de plus en plus impatients. Si on les laisse trop longtemps, les jeunes quittent le nid à la recherche d'une mère adoptive qui, espère-t-il, leur fournira davantage de fruits. Ainsi, lorsqu'une mère découvre que ses propres enfants l'ont abandonnée, une autre devra bientôt travailler encore plus dur pour nourrir 2 fois plus de bouches. Pour la mère insecte, cette mission de recherche incessante finira par l'épuiser au point de ne plus pouvoir revenir en arrière. Ouais, elle travaille littéralement jusqu'à la mort pour leurs petits. Mais qu'en est-il des enfants? Vont-ils pleurer sa mort? Bien sûr que non. Au contraire, ils utilisent le cadavre pour un dernier repas avant de quitter le nid de ventre plein. Et moi qui pensais que les enfants humains étaient gâtés. Persévérance des pingouins. Être parent, c'est déjà assez difficile en soi. Mais s'occuper de sa progéniture sur des plaines glacées de l'Antarctique ressemble à un travail d'enfer. Et pourtant, c'est le sort des parents pingouins empereurs. Avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés Celsius, il fait suffisamment froid pour que rien ne pousse ici. Malheureusement pour les parents pingouins, cela signifie qu'ils n'ont aucun matériau pour construire leur nid. Ces oiseaux courageux ont donc imaginé leur propre nid, également connu sous le nom de papa. Vers le mois de mai, la femelle pond un seul œuf qui est transféré dans la poche incubatrice de son partenaire située au-dessus de ses pattes. Et c'est là qu'il restera. Dès que le père couve l'œuf, la mère part se nourrir pendant 2 mois. Cela signifie que papa doit se débrouiller seul avec l'œuf sans aucune nourriture. Cependant, il ne doit pas seulement lutter contre la faim. Pendant cette période, les manchots mâles doivent supporter un froid glacial et des vents pouvant atteindre les 145 km/h. Malheureusement, papa pingouin doit endurer les conditions glaciales de l'Antarctique pendant 75 jours interminables. Tout cela en couvant un œuf. Pour mettre les choses en perspective, les humains ne survivraient que 15 minutes dans ces conditions. Après 2 mois glaciales, l'œuf est clos et la maman revient à la maison. Mais ne croyez pas qu'elle s'en tire à bon compte. Les manchots empereurs parcourent 80 km pour atteindre le large et chasser leur nourriture. Et ce gros ventre rempli de poissons n'est pas seulement pour eux. À leur retour, ils régurgitent leur repas semi-digéré pour le poussin. Mais la tâche ne s'arrête pas là. Il faut des mois avant que le poussin développe la capacité de chasser par lui-même. Pendant ce temps, les parents se relaient pour faire ce voyage vers les eaux libres afin de trouver de la nourriture pour eux-mêmes et pour leurs petits. Finalement, après 150 jours, les poussins acquièrent leur indépendance, apprennent à se nourrir et à prendre soin d'eux-mêmes, ce que les enfants humains ne comprennent qu'au début de la trentaine. Les Cécilies folles. Lorsque des chercheurs ont amené 21 mères Cécilie et leurs petits dans leur laboratoire pour les tester, ils ont fait une découverte terrifiante. Dans la semaine qui a suivi l'éclosion de leurs œufs, ces petites mamans amphibiens ressemblant à des vers ont perdu environ 1/7 de leur poids corporel. Cela équivaut à une maman humaine perdant environ 11 kilos. Qu'est-ce qui expliquait cette perte de poids soudaine? Le stress lié à la ponte des œufs? La pression sociale injuste qui les pousse à retrouver leur poids d'avant-grossesse? Non, les chercheurs ont trouvé ce poids perdu dans l'estomac des nouveau-nés. Contrairement à la pauvre Madame Japanese Redbug, ces bébés ne mangent pas tout le cadavre de leur mère. Au lieu de cela, ils se régalent de la couche externe de la peau de leur mère. En effet, les cellules cutanées de la mère couveuse sont riches en graisse et en huile, parfaites pour aider les nouveau-nés à grandir. Dans une frénésie alimentaire qui ne dure que quelques minutes, les petits déchirent la peau de leur mère et la dévorent. Mais en seulement 2 jours, la peau de la maman cécilienne aura repoussé, prête pour un nouveau festin. Cela aide sa progéniture à se développer à une vitesse fulgurante. Chez une espèce, les bébés céciliens ont augmenté leur masse de 86% en seulement 20 jours. On pourrait penser que se présenter comme un buffet vivant doit faire mal, mais étonnamment, cette activité ne nuit pas à la mère. En fait, les mères céciliennes couveuses développent cette couche de peau grasse spécialement pour nourrir leur progéniture. Ça rend l'allaitement maternel presque insignifiant. Vous cherchez quelque chose à vous mettre sous la dent? Alors cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. En quelques clics, vous pourrez vous régaler les yeux avec tout un tas de contenus incroyables. Bon, où est-ce qu'on en était?
des mamans qui ont la bouche pleine. Ah, les chichlidés africains, certains des meilleurs parents de la nature. Regardez-les nager paisiblement avec tous leurs petits entassés dans leur bouche. Attendez quoi? À première vue, on pourrait facilement penser que les chichlidés africains mangent leurs bébés, mais la vérité est tout autre. En réalité, ils engloutissent leur progéniture pour les protéger, car de nombreux prédateurs salivent à l'idée de s'attaquer aux jeunes chichlidés. Les parents pensent que leur meilleur moyen de survivre, c'est de créer une nurserie dans leur propre bouche. Les œufs restent dans la bouche des parents jusqu'à leur éclosion, ce qui peut parfois prendre jusqu'à 36 jours. Si les maux de mâchoire sont une chose, imaginez-vous ne pas manger pendant plus d'un mois. Et même après l'éclosion des œufs, ces alevins ne sont pas à l'abri des chasseurs affamés. Si le parent chichlidé est en danger, il utilise des signaux comportementaux pour alerter ses petits afin qu'ils retournent dans la bouche. L'un de ces prédateurs est le poisson chat coucou. Il est inquiétant de constater que l'odeur des chichlidés en période de reproduction excite ces prédateurs et les incite à se reproduire eux-mêmes. Lorsque les poissons chat coucou attaquent les chichlidés, ils essayent d'accéder aux œufs dans la bouche du poisson. Cependant, ils laissent également derrière eux certains de leurs propres œufs. C'est une façon d'abandonner ses responsabilités parentale. Parfois, la mère chichlidée croit qu'il s'agit de ses propres œufs et les ajoute à sa bouche déjà bondée. Malheureusement, cette décision s'avère fatale. Les œufs de poisson chat coucou éclosent plus tôt que ceux des chichlidés. Lorsqu'ils éclosent, c'est un véritable bain de sang dans la bouche de la maman chichlidée, car les bébés poissons chats dévorent tous leurs demi-frères et sœurs. Lorsque le bébé poisson chat coucou meurtrier est libéré de la bouche, on pourrait penser que cela rendrait la maman chichlidée folle de rage. Pourtant, ces derniers ne peuvent s'empêcher d'être des parents parfaits. Bien qu'il ait détruit toute la portée du chichlidé, le poisson chat coucou est toujours élevé comme s'il s'agissait du propre enfant du chichlidé. En fait, les chichlidés africains sont connus pour élever les alevins de poisson chat coucou jusqu'à ce que les enfants adoptés deviennent indépendants. Oubliez le rôle de beau-parent, c'est un parent qui prend ses responsabilités. Bébé qui vomissent. Si vous pensiez que la bouche était un endroit intense pour élever des petits, essayez l'estomac. Oui, c'était la destination de choix pour la grenouille ornithorynque, aujourd'hui disparue. Pour commencer, le mâle fécondait les œufs avant que la femelle n'avale la ponte. Ouais, avoir environ 25 embryons dans l'estomac semble déjà assez terrible, mais la femelle ne pouvait pas non plus manger pendant que les petits étaient à l'intérieur d'elle. Au total, il fallait 7 semaines pour que les œufs se développent, ce qui donnait mal au ventre. Même si la maman grenouille s'abstenait de manger ses propres petits, on pourrait penser que l'acide gastrique aurait dissous les têtards en une mousse grenouillère. Étonnamment, chaque embryon avait une arme secrète cachée dans son sac ovulaire pour empêcher cela. La gelée qui entourait chaque œuf contenait une substance appelée PGE2. Cette substance avait la capacité d'arrêter la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac de la mère. Mais à mesure que les bébés grandissaient, son estomac gonflait tellement que ses poumons s'affaissaient. Cependant, comme la peau des grenouilles est fine et riche en vaisseaux sanguins, l'oxygène peut facilement s'y diffuser. Par ailleurs, ces vaisseaux permettent également au dioxyde de carbone de s'échapper, ce qui permet à la maman grenouille de respirer à travers sa peau. Finalement, après 7 longues semaines, le moment de la naissance était enfin arrivé. Pour libérer les têtards, la mère devait vomir ses bébés. Ouais, plutôt dégueu. Pour aggraver les choses, le processus de naissance s'étalait sur une semaine, ce qui signifiait 7 jours entiers de vomissements de bébés grenouilles. Ouais, on dirait une gueule de bois infernale. Les éléphants, ces animaux extraordinaires. Je pense qu'on a assez entendu parler des animaux qui utilisent des parties étranges de leur corps pour protéger leur progéniture. Mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus en détail un peu plus tard. Pour l'instant, nous nous intéressons aux éléphants qui, comme la plupart des mammifères, donnent naissance à leurs petits après un processus de travail. Bien que ce soit un peu plus normal, il n'est pas indolore. Ces puissants mammifères ont la plus longue période de gestation du règne animal, portant leur progéniture pendant 94 semaines éprouvantes, soit près de 2,5 fois la durée d'une grossesse humaine. En plus de cela, ces mères donnent naissance à un éléphanteau pesant environ 113 kg, soit l'équivalent du poids de 33 bébés humains. Pour aider à supporter le poids de ces bébés gigantesques, les familles d'éléphantes se partagent les tâches maternelles. Les femelles restent avec le troupeau natal toute leur vie, portant des liens familiaux étroits. La mère et l'enfant entrelaçant régulièrement leurs trompes pour s'embrasser et se faire des câlins. Mais les mères éléphants ne sont pas seulement douées pour les marques d'affection. S'occuper d'un bébé aussi gros nécessite du lait et beaucoup. Les éléphanteaux en boivent près de 9,5 litres par jour pour prendre environ 13 kilos par semaine. Mais comme si fournir une quantité presque illimitée de lait ne suffisait pas, les mères éléphantes peuvent également modifier leur lait pour l'adapter aux besoins de leur bébé.
Invraisemblablement, ces mères magiques ont appris à manger des plantes aux propriétés anti-inflammatoires pour aider leurs petits à supporter les douleurs liées à la poussée dentaire. Bien sûr, le lait seul ne suffit pas à assurer la survie du bébé dans les plaines africaines impitoyables. Les prédateurs, notamment les lions, les tigres et les hyènes, tenteront tout pour s'emparer d'un éléphanteau nouveau-né. Si l'un de ces tueurs rôde, tout le troupeau formera un cercle autour du jeune éléphant, tel un gigantesque bouclier constitué de trompes. Si par malheur un bébé éléphant est capturé par un prédateur, la mère ne reculera devant rien pour le récupérer. En 2021, une mère a décimé un crocodile qui s'était simplement approché un peu trop près de son petit. Qui aurait cru que les mères éléphants étaient si redoutables? Distraction. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux prêts à tout pour sauver leurs petits. Le pluvier killdeer, présent en Amérique, met en scène un véritable spectacle pour détourner les prédateurs de ses œufs. Les pluviers killdeers pondent leurs œufs sur le sol, ceux-ci étant parfaitement camouflés pour ressembler à des cailloux. Bien que ce camouflage soit astucieux, il ne suffit pas toujours à tromper les prédateurs terrestres tels que les serpents, les renards et les chats. Heureusement, les parents y sont préparés. À chaque fois qu'un prédateur repère le nid, le parent killdeer simule une blessure, généralement une aile cassée. À première vue, cela ressemble à un footballeur qui exagère de manière dramatique une blessure. Cependant, l'intention de l'oiseau est bien plus sincère. Les pluviers font cela pour attirer les prédateurs loin du nid et vers eux-mêmes. Lorsqu'un renard ou un grand oiseau s'attaque au parent, celui-ci marche ou boitille aussi loin que possible du nid. Puis lorsqu'il a éloigné le prédateur suffisamment loin, le parent blessé revient en volant pour protéger à nouveau ses poussins. Le pluvier à calotte rouge que l'on trouve en Australie utilise une technique de diversion similaire pour protéger ses nids. Comme le pluvier killdeer, ces oiseaux pondent leurs œufs sur le sol. Mais contrairement à leurs cousins américains, ils ne se contentent pas de simuler une blessure, non. Le pluvier passe en mode tromperie totale, en courant le dos voûté et la queue baissée, imitant parfaitement la course d'un rongeur. Et tout comme un rat, les prédateurs sont éloignés. Espérons que ces oisillons grandiront et hériteront de l'intelligence de leurs parents à plumes. Trypophobie du crapaud. Avec son apparence plate semblable à une crêpe, le crapaud du Suriname, situé en Amérique du Sud, ressemble plus à un animal écrasé sur la route qu'à un amphibien vivant. Mais si vous trouvez leur apparence un peu bizarre, attendez de savoir comment ils donnent naissance. Je vous avais prévenu que les histoires étranges sur la naissance des animaux reviendraient. Lors de l'accouplement, le mâle s'accroche au dos de la femelle. Le couple fait alors des sauts périlleux dans l'eau, le mâle s'accrochant comme s'il participait à un rodéo. Au sommet de chaque boucle, la femelle libère des œufs que le mâle féconde puis place dans la peau de son dos. Finalement, la peau du dos de la femelle gonfle et les œufs s'enfoncent dans cette dernière. Quelqu'un d'autre commence à avoir des démangeaisons là? Cet exercice peut prendre des heures et à la fin, la femelle peut avoir jusqu'à une centaine d'œufs enfoncés sur son dos. La maman crapaud développe rapidement une couche de peau pour recouvrir les œufs et les protéger des prédateurs. Cela signifie également qu'elle n'a jamais à quitter sa couvée. On peut parler d'une mère poule. Une fois qu'ils ont trouvé le refuge dans la chair de leur mère, les œufs peuvent mettre jusqu'à 4 mois pour se transformer en petits crapauds. Imaginez un peu avoir 100 bébés qui grandissent dans votre dos pendant 120 jours. Comme si cela ne suffisait pas, voici la partie la plus horrible. Quand ils sont prêts, les petits crapauds se frayent un chemin hors de la peau de leur mère pour venir au monde. La peau de cette dernière se retrouve alors parsemée de dizaines de petits trous. Un spectacle qui ferait fondre en larmes les personnes souffrant de trypophobie. Même si ça semble douloureux d'avoir 100 bébés crapauds qui sortent de petits trous dans votre dos, la mère ne ressent aucune gêne. Miraculeusement, le dos de la femelle semble guéri en seulement 24 heures. Des dauphins dévoués. Les parents humains connaissent les difficultés liées au manque de sommeil à cause des pleurs incessants d'un nouveau-né agité. Mais si vous pensez que c'est difficile, attendez de savoir ce que doivent endurer les mères dauphins à bec court. Dès leur naissance, les bébés dauphins à bec court ne dorment pas pendant au moins un mois. Par conséquent, leurs mères qui doivent les suivre et les protéger ne dorment pas non plus pendant le premier mois. Une étude a conclu que les yeux de la mère restent ouverts 99,6% du temps pendant les 2 premiers mois de vie du bébé. À ce jour, le record de durée sans sommeil chez l'être humain est de 11 jours, mais plus de 3 jours sans sommeil peuvent mettre la vie en danger. Les chercheurs pensent que ce comportement étrange permet à ces mammifères aquatiques de remonter constamment à la surface pour respirer. Cela entraîne alors un développement rapide du cerveau du bébé. Nager et rester éveillé en permanence protège également la mère et les bébés des prédateurs, tout en maintenant la température corporelle du bébé avant qu'il ne développe une couche de graisse chaude. La fatigue incessante est un sacrifice considérable pour une mère, mais les grands dauphins ne s'arrêtent pas là. Ils cherchent même à élever des bébés d'autres espèces. En 2014, des chercheurs ont observé une mère dauphin s'occuper de son propre petit et d'une petite baleine à tête melon adoptée, qui est restée avec elle pendant plus de 3 ans. Cette adoption interespèce était d'autant plus étrange que ces mères élèvent généralement un seul petit à la fois. Soit les grands dauphins adorent être mères, soit ils détestent vraiment dormir. Octoparents.
Dans les profondeurs de l'océan, les mères pieuvres font également des sacrifices pour leur progéniture. À première vue, ces mollusques à 8 pattes ne semblent pas particulièrement intentionnés. Cependant, en 2014, des scientifiques ont observé une pieuvre des profondeurs dans l'océan Pacifique qui couvait ses œufs pendant 53 mois, ce qui est le plus longtemps jamais enregistré pour un animal sur notre planète. Mais ce n'est pas tout. La plupart des pieuvres sont sémelpares, ce qui signifie qu'elles meurent après s'être reproduites, mais pour certaines, ce n'est pas aussi simple que cela. Les mères pieuvres à 2 taches de Californie entrent en mode autodestruction totale. Avant que leurs œufs n'aient le temps d'éclore, elles se jettent contre les rochers, cessent de s'alimenter, arrachent leurs tentacules et commencent même à se consumer elles-mêmes. En 2018, l'analyse d'une pieuvre à 2 taches californienne a montré qu'après la ponte, les gènes des glandes optiques commençaient à produire des quantités accrues de 7-DHC. Il s'agit d'un composé toxique qui peut entraîner des troubles intellectuels, des comportements autodestructeurs et des anomalies physiques, tant chez la pieuvre que chez les humains. Alors pourquoi les mères pieuvres produisent-elles ce composé toxique à ce moment-là? On pourrait penser qu'elles condamnent leur enfant à l'échec, sans personne pour les éduquer ou les protéger. Cependant, les scientifiques pensent que ce comportement est entièrement dans l'intérêt des bébés. Une théorie suggère que cette mort spectaculaire dissuade les prédateurs de s'attaquer aux œufs. Cependant, l'explication la plus probable suggère quelque chose de plus troublant. Les pieuvres étant cannibales, on pense que l'augmentation de la production de 7-DHC empêche les mères de manger leurs propres petits. Au lieu de manger leur progéniture, les mères choisissent essentiellement de mettre fin à leur jour. On peut dire qu'elles font le sacrifice ultime pour leurs enfants. Les calaos honoraires. La plupart des gens ont du mal à vivre dans des espaces réduits, mais imaginez ces espaces réduits avec des enfants qui crient. Certains d'entre vous auront peut-être des flashbacks se souvenant de leurs jeunes enfants pendant le confinement de 2020. Eh bien, c'est la vie d'une mère calao. Lorsque vous observez ces oiseaux présents dans toute l'Asie et l'Afrique, vous êtes peut-être attiré par leurs belles couleurs ou par l'énorme bosse au-dessus de leur bec. Mais leurs méthodes parentales sont encore plus fascinantes. Chez presque toutes les espèces de calao, la mère niche dans des cavités d'arbres ou des crevasses rocheuses afin de protéger ses petits des prédateurs. La fente est trop petite pour que les oiseaux prédateurs puissent y pénétrer et trop haute pour les mammifères chasseurs. Une fois que la mère s'est installée dans son nouveau domicile, le mâle apporte des mottes de terre et des excréments, qu'il humidifie avec sa salive pour former une couche de boue autour du nid. Et on dit que la chevalerie est morte. Finalement, il ne reste plus qu'un petit trou reliant la mère au monde extérieur. Une fois installée, la mère pond ses œufs. Chez les espèces de calao plus grandes, l'incubation des œufs peut prendre jusqu'à 45 jours. Pendant ce temps, les femelles doivent faire face à leurs besoins. Disons les toilettes. Elles poussent leur arrière-train contre la fente et projettent leurs excréments aussi loin que possible afin d'éloigner les prédateurs de l'odeur du nid. Eh bien, c'est une façon de passer le temps. Après l'éclosion, la maman calao a alors une tâche peu enviable de s'occuper de cet enfant hurlant dans un espace minuscule. On dirait une maternité infernale. Il y a aussi la petite question de la nourriture, et c'est là que papa entre en scène. Une fois les oisillons éclos, il doit faire environ 70 allers-retours du nid par jour pour les nourrir. N'ayant plus besoin de voler tant qu'elles sont au nid, les mères calao perdent leurs plumes de vol. Cela signifie que si le mâle ne revenait jamais au nid, la mère et les oisillons mourraient tous de faim. Pas de pression, papa, hein? Heureusement, la plupart des calaos s'accouplent pour la vie, donc pas de crainte que papa s'en aille. Enfin, après des mois passés accroupis dans un enfer exigu, sombre et bruyant, la mère peut quitter son nid et commencer à élever ses petits. Les joies de la parentalité. Le saumon zombie. Tout le monde a un objectif principal dans la vie. Quel est le vôtre? Peut-être est-ce d'acheter la voiture de vos rêves, d'avoir un travail idéal? Eh bien, dans le cas du saumon, c'est de nager des milliers de kilomètres pour remonter des rivières. C'est pas tout à fait la même chose que de posséder une Lamborghini à mon avis, mais écoutez-moi bien. Les bébés saumons naissent dans les rivières d'eau douce en amont. Avec le temps, les saumons adolescents entreprennent le long voyage en aval vers l'océan, à la recherche d'une plus grande quantité de nourriture. Après avoir passé plusieurs années à profiter pleinement de la vie dans l'océan, les saumons adultes entreprennent un voyage colossal pour retourner à l'endroit où ils sont nés. Au cours de cette immense migration connue sous le nom de remontée des saumons, les poissons peuvent nager jusqu'à 3200 km en amont, franchissant tous les obstacles si nécessaires, y compris les routes inondées. Cela équivaut à un trajet de Los Angeles à Chicago. Mais il faut nager, et tout cela en amont. Je crois avoir entendu Michael Phelps crier « Oh non, pas question !» Les scientifiques pensent que les saumons sont capables de retrouver leur chemin grâce au champ magnétique terrestre, car ils naissent avec une carte magnétique intégrée qui les aide à s'orienter. Même s'il doit être plutôt cool d'avoir un GPS intégré dans la tête, cela ne rend pas le long voyage moins épuisant. Alors, pourquoi les saumons entreprennent-ils ce périple mortel? La réponse réside dans leur dévouement à améliorer la vie de leur progéniture. Les eaux douces en amont offrent aux petits saumons les meilleures chances de survie. Ici, il y a moins de prédateurs, de nombreuses cachettes et une eau plus oxygénée. Il est maintenant temps pour les saumons de se reproduire et de fonder une famille heureuse, n'est-ce pas? Malheureusement, la nature n'est jamais aussi simple.
La migration meurtrière pousse la plupart des espèces de saumon au bord de la mort. Mais plutôt que de mourir dignement, certaines espèces de saumon subissent un sort vraiment choquant. Une fois leurs œufs pondus, la mission de vie des saumons est accomplie. Ils cessent donc tout simplement de manger. Rapidement, la famine et la fatigue causées par la migration font pourrir leur corps de l'intérieur. Il ne faut pas longtemps pour que la pourriture se propage à leur peau, provoquant la chute de leur chair. Dans certains cas, ils perdent même leurs yeux jusqu'à ressembler à des créatures tout droit de Walking Dead. Pas besoin d'être devin pour comprendre pourquoi on les appelle les saumons zombies. Ces saumons à l'apparence inquiétante ne survivent même pas assez longtemps pour voir leurs œufs éclore. Ouais, la nature est parfois vraiment injuste. L'araignée du désert. Avec leurs 8 pattes, leur abdomen bombé et leur croc digne d'un vampire, les araignées ne font certainement pas partie des animaux préférés de tout le monde. Mais si les gens comme moi trouvent les araignées terrifiantes, les efforts déployés par les mères araignées du désert pour nourrir leurs petits le sont encore plus. Après l'accouplement, la femelle araignée du désert produit davantage d'enzymes digestives pour aider à décomposer sa proie. Elle peut ainsi conserver davantage de nutriments lorsqu'elle régurgite la nourriture pour ses petits. Une fois les araignées écloses, la mère ne mange plus jamais. À la place, elle prépare un bouillon à partir de ses proies régurgitées. Les enzymes digestives décomposent également l'intérieur de la mère elle-même. Tout est digéré, à l'exception du cœur, des intestins et des ovaires. La mère régurgite ce plat diabolique pendant 2 semaines entières, vomissant 41% de sa masse corporelle. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, les bébés lèchent cette bouillie liquide qui les aide à atteindre 3 fois leur taille initiale. On dirait la version satanique d'un shaker protéiné. Finalement, les réserves de nourriture s'épuisent. Est-ce le moment pour les araignées nouveau-nées d'attraper leur propre proie? Ça serait trop facile. Au lieu de cela, elles utilisent leur mère une dernière fois pour le dîner. Les araignées nouveau-nées percent l'abdomen de leur mère avant de vider ses entrailles. Au lieu de fuir cette scène cauchemardesque, la mère reste simplement allongée et se laisse dévorer vivante. C'est une façon de profiter d'un repas en famille. Après le massacre, il ne reste plus que 4% de la masse corporelle initiale de la mère. Une fois leur petit ventre plein, les araignées quittent le nid, laissant derrière elles l'exosquelette vide de leur mère. Bon, après ça, je ne me plaindrai plus jamais de la cuisine de ma mère. Si vous deviez être l'enfant de l'un des meilleurs parents animaux au monde, lequel choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.